c'est un peu un autre sujet, mais comment dire ça est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des conférences de citoyens, par exemple? C'est une idée qu'on connaît pas mal. Enfin, cette façon, bon, pour reprendre plutôt une question, est-ce que vous opposez pas mal les intérêts court terme qui sont inhérents au processus démocratique actuel et les intérêts long terme que nécessite la pensée du problème écologique? Est-ce que c'est pas être un peu sceptique de la capacité des gens à intégrer les intérêts long terme dans leur choix politique, par exemple? Pour intégrer les intérêts de long terme, il faut en passer par des connaissances. L'appréciation des intérêts de long terme, elle n'est pas évidente. Elle demande une certaine forme d'effort. Surtout qu'on les interprète à un niveau collectif. Bien dire que bon, si je veux que mes enfants s'en sortent, il faut que je leur laisse un patrimoine, parce qu'on aura moins d'argent plus tard et tout. Je vais faire des économies, je vais leur laisser une grosse maison bien placée, qui pourront revendre. Bon, ok, d'accord. Mais on reste dans ces enfants. Si on veut généraliser un petit peu et avoir une appréhension plus sociétale, ça suppose quand même des connaissances. Ou alors vous faites le petit jeu de Piketty, il faut au moins aller sur un site et bidouiller la fiscalité française. Est-ce que ça ne pourrait pas passer par une plus grande éducation, une plus grande sensibilisation de la population? Ah, ça n'exclut pas. Ça n'exclut absolument pas. Je veux dire qu'une de nos idées dans ce livre, c'est de faire une espèce de bouclage. C'est-à-dire, si vous multipliez les conférences des citoyens, si vous multipliez les forums hybrides, etc., si vous réduisez la publicité, si vous, petit à petit, vous allez voir revenir sur les chaînes publiques, dans la presse, des articles plus de fond, etc. C'est-à-dire que là, il faut dire qu'on est quand même allé très très loin. Quand vous voyez Kemp rappelle ça dans son livre, c'est Al Gore qui lui raconte ça. Al Gore lui dit, de toute façon c'est foutu, parce qu'une campagne publique aux États-Unis, ça se joue à coups de spot publicitaire. C'est quand même effrayant, quoi. Mais là, il y aurait des règles, pas faciles, mais des règles assez simples pour interdire ça. Bon, pour refaire que, effectivement, moi je le vois, chaque fois que j'ai affaire à un journaliste, tout ce que je peux lui dire de fond, ça disparaît. Seul truc, en général, par exemple, il m'interroge sur Hulot. Ça, c'est le gag total. Et chaque fois que j'essaie de passer un message un peu de fond, il est zappé. Complètement zappé. Mais j'en vois la dépêche AFP, le machin, il n'y a plus rien de l'éclairage intello. Rien. Il y a la petite phrase. C'est tout ce qui va rester. C'est hallucinant, quoi. Bon, alors je désespère pas de la possibilité de contrer ce genre de système. Donc là, on bêtifie tout le monde. Mais il y a une entreprise de bétification à coût de millions de dollars, mais qui suppose de l'énergie à gogo, qui suppose de la croissance à gogo, etc. Le jour où on va commencer à devoir regarder tout ça de plus près, on peut imaginer que des choses plus sérieuses vont pouvoir revenir. Peut-être en passant par l'éducation, par exemple par le biais de l'éducation nationale, au-delà des médias, préparer les citoyens par une éducation voilà, mais vous avez vu obligatoire, comme on pourrait avoir une éducation citoyenne, on pourrait avoir oui, vous avez un projet obligatoire. Alors, puisque c'est pas toujours simple aussi d'aller voir dans les médias ou de se plonger dans des revues qui sont très scientifiques. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde. Je suis bien d'accord. Là, je suis d'accord avec vous. L'aspect éducatif est très important. Alors aujourd'hui, on fait l'inverse. Avec le New Public Management, c'est clair que le moins de fric possible dans l'éducation. Donc, on augmente le nombre d'élèves, on supprime dans les zones défavorisées. Vous ne pouvez plus faire des Chinois, ça n'est pas question. Vous le ferez à Paris, à Lyon et à Strasbourg et basta. Bon, ok. Donc là, on fait rigoureusement l'inverse. Mais oui, on peut imaginer. Puis en même temps, c'est dur parce que je veux dire, vous avez des gamins ou des gamines, peu importe. Passez-moi l'expression, mais on les emmerde à leur faire frotter leur fond de culotte jusqu'à 16 ans pour entendre parler de littérature et de maths. Il faut pouvoir imaginer qu'il y a des différents moments dans la vie où on peut se former. Ça, c'est vraiment important. On peut être... c'est pas du tout une question d'intelligence, c'est une question, ça joue, mais vraiment pas exclusive, c'est une question d'intérêt. On est disposé psychologiquement, plutôt indisposé psychologiquement à concentrer son esprit sur ces choses-là. Par exemple, tel individu le fera complètement durant toute son adolescence, puis à 30 ans, il aura l'occasion d'avoir une formation, et puis d'un seul coup, il va retrouver un goût pour ces choses-là. Donc, dans une société démocratique qui serait un peu normale, où effectivement on imagine que la démocratie, ça suppose un niveau d'éducation chez le citoyen, de la réflexion, etc., on peut imaginer qu'il y a des moments différents dans la vie où on peut réaccéder à des formes de formation. Moi, le type de démocratie que j'appelle de mes voeux, c'est quand même une démocratie extrêmement exigeante,
où on peut décider qu'avec un bon niveau de connaissance, même parfois assez précis. Et or, quand, pour avoir animé des conférences citoyennes, c'est assez fou, là, manifestement. Alors bon, il y a une forme de sélection, c'est-à-dire ne viennent que les gens qui veulent aller dans ce truc-là, mais en général, les gens sont plutôt enthousiastes des formations qu'on leur donne. Ils ont un appétit de savoir qui est assez intéressant. Donc il n'y a pas de raison de désespérer totalement du genre humain, si vous voulez. Mais aujourd'hui, on a tout fait pour que ce soit l'inverse, quoi, hein. Souvenez-vous des propos de Patrick Lelay disant « Mon boulot, c'est lui dans des heures de cerveau disponible ». Il est très bien parvenu et ça marche parfaitement bien. Donc ça, c'est sûr que c'est une contre-machine d'une puissance énorme. Bon. Ça ne se contre pas comme ça. J'ai une question qui va peut-être vous paraître un peu curieuse ou un peu subversive, mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir un droit, je ne sais pas si ça va dans le domaine de l'éthique, mais un droit de refuser ces politiques de long terme? Est-ce qu'on pourrait imaginer des manifestations de personnes qui ne veulent pas, qui ne prennent pas en compte une planète viable et qui nie les générations futures et qui revendiquent un espèce de carpe diem, tout à fait. Entre guillemets. On peut et à ce moment-là, comment on pourrait on peut pas. On peut pas. Mais il y aura un droit du citoyen de se révolter contre des politiques qui ne le concernent plus lui directement, même si c'est très, on peut dire que c'est très égoïste ou tout ce qu'on veut, mais éthique. Mais ça, vous pouvez absolument pas l'exclure. Vous pouvez absolument pas l'exclure. Alors, je donne une réponse en deux temps. Premièrement, d'une part, on ne peut pas l'exclure, et si ça arrive, vous ne pouvez rien faire. Sauf à mettre un régime totalitaire. Non, je suis désolé, je ne tiens pas. Bon, on ne peut rien faire. Ben voilà, ça, vous ne pouvez pas l'exclure. Maintenant, moi, je ferai un peu le pari inverse. C'est un pari. Le pari que je fais, c'est que petit à petit, il y a quand même une conscience du jeu de responsabilité de l'humanité qui traverse quand même un petit peu les esprits. Moi, le premier symbole que je verrais, c'est, vous savez, quand on a, le premier à avoir interprété ça, c'était Bertrand de Jouvenel dans les années 50, avec les premiers satellites, quand on a eu les premiers clichés de la Terre vue de l'espace. Ça a été une révolution fabuleuse. C'est-à-dire que d'un coup, ce qui était immense, par définition, je ne peux pas mesurer la Terre. Ce qui était immense devenait mesurable. Je voyais une planète de loin, et même, non seulement mesurable, mais petit. Évidemment, je devenais petit. Et puis, ce qui était solide, le sol, quoi, et ce que je pouvais justement jamais dominer, s'y substituait l'atmosphère dans son côté évanescent, quoi. Et la Terre de solide paraissait fragile. Et c'est fou quand on sait que c'est le cliché qui a été le plus vendu au monde. Et ça a vraiment structuré ce dont je vous parlais tout à l'heure, le passage dans l'Anthropocène. Les gamins vont finir par l'apprendre à l'école, etc. Là aussi, donc je pense, c'est un pari que je fais, que petit à petit, on va s'apercevoir que cette espèce d'individualisme extrême, alors on y est dedans aujourd'hui, hein, complètement fou et totalement idiot. C'est-à-dire il aboutit à la destruction de l'humanité. Et on peut très bien imaginer, dans les rêves les plus fous, que petit à petit, l'idée que finalement chacun de nous est solidaire de ses biens communs, que sont la biosphère en général et son bon fonctionnement, et que ça n'a aucun sens d'aller contre, et que ça forge une mentalité nouvelle qui, petit à petit, va aller à l'encontre de cet individualisme idiot. Alors ça, c'est si je me mets à rêver. Si je suis réaliste, on se casse la gueule, et puis c'est tout. Et c'est probablement l'hypothèse la plus forte. En fait, les propositions que vous faites pour cette nouvelle démocratie, c'est un peu une façon d'introduire en dur ce que la démocratie devrait nous apporter de façon idéale. C'est-à-dire, si la conscience écologique était largement partagée par les gens et même le degré de connaissance, est-ce que ça rendrait encore nécessaire les ajustements que vous voulez faire, que vous proposez en tout cas? J'ai peur que oui, dans la mesure où on le voit nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on arrive, nous autres hommes, on arrive à faire certaines choses difficiles que parce qu'on accepte de s'autocontraindre. Et ce que je propose, c'est simplement un mécanisme d'autocontrainte. Mais si l'autocontrainte est refusée, même ça ne change rien. Il faut toujours avoir la liberté de voilà, ah oui, ça c'est clair. Ça c'est archi clair. Complètement. Ça, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, il y a une forme d'assentiment par la population. Mais on donne des instruments à cette population pour que l'assentiment ait le plus de chances possible de se faire, parce que sur certains points, et parfois pour un temps limité, il peut être contraignant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir chercher du plaisir ailleurs. Mais aujourd'hui, tout le monde cherche le plaisir dans la consommation matérielle. Donc là,
la démocratie écologique, c'est quand même nettement moins de consommation matérielle. C'est pas un truc absolument spontané. Donc y atteindre comme ça, si vous voulez, moi j'aime beaucoup ce que disait un de mes vieux amis qui est décédé il y a quelques années, un poète qui s'appelait Jean Grosjean. Tout le monde est capable d'être sain, mais en général un quart d'heure dans sa vie et jamais tous en même temps. Parce qu'évidemment, ton environnement n'est pas génial. Donc voilà, c'est un mécanisme pour éviter, si vous voulez, cette tendance générale qu'on a à une forme d'égoïsme, en fait, tout simplement, mais qu'on peut très bien comprendre. Mais c'est vrai que ça ne rompt pas le lien démocratique. C'est-à-dire qu'il faut toujours une volonté populaire. Si vous ne l'avez pas, mon truc, ça ne sert à rien. Ouais. Mais c'est un système pour l'aider à se forger. Parce que c'est pareil, nos institutions telles qu'elles sont, elles forgent l'esprit des gens. Les élections à rythme extrêmement rapproché, etc., ça nous oriente tous vers le très court terme. Nos institutions ont forgé une certaine forme de mentalité. Il y a eu un va-et-vient entre nos institutions et la mentalité immédiate qui est la nôtre aujourd'hui. Donc on appelle de nos voeux des institutions qui contrecarrent ça pour aider à forger une mentalité autre. Mais il n'y a jamais un truc mécanique qui peut vous faire ça. Hein. Donc, d'une part, il faudrait déjà qu'il y ait un assentiment pour qu'un tel changement de la Constitution soit accepté. Franchement, très peu de chance, hein, soyons très clairs. Et puis, lui-même, une fois qu'il serait instauré, eh bien, ça fait une espèce de boucle, et petit à petit, il finirait par forger aussi une mentalité différente. Donc, c'est dans un jeu entre institutions, règles, autocontraintes, et volonté et liberté qu'il faut penser les choses. C'est pas un dispositif qui est fait pour contraindre de manière mécanique les gens. C'est pour nous aider tous à nous imposer des contraintes qui peuvent être salutaires. C'est très différent. Mais vous avez raison. Si le peuple ne le voulait pas... Non, c'est pas provoquant. Hein. Pas du tout. Je dirais au contraire que c'est même ce qu'il faut dire d'emblée. C'est-à-dire que quand je vois ce tordu qui parle de dictature, ça m'énerve. Parce que non, c'est pas une dictature. C'est un choix. Voilà, on l'accompagne ce choix. Voilà, on l'accompagne. Mais on ne supprime en aucun cas l'option démocratique. Si l'humanité décide que finalement, bon, eh bien, mieux vaut s'adonner à la fête industrielle encore quelques décennies et tout se flinguer après, pourquoi pas? C'est qu'il y a une secte au monde qui préconise que chacun doit se convaincre de ne pas se reproduire. Rassurez-vous, ils sont 400 à peu près. Hein. Mais bon, pourquoi pas? Là, je n'ai rien à dire. L'humanité pourrait très bien terminer comme ça. Ferry, dans son ouvrage aussi, Le Nouvel Ordre écologique, dit aussi que les lois nazies étaient très en faveur de la protection de la nature, et donc il y avait tous ces accusations. Non, mais que je ne trouve absolument pas fondées, justement. Mais il y a cette idée où on a l'impression qu'on est obligé d'abdiquer la liberté. Non, mais on va la concevoir autrement, la liberté. C'est plus exactement le même sens de la liberté. C'est-à-dire que... Plus la liberté des anciens que celle des modernes. Non, c'est ni la liberté des anciens, ni la liberté des modernes. C'est plus totalement la liberté des modernes, en ce sens que cette liberté-là doit être beaucoup plus consciente de ce qui la conditionne, d'une part, et d'autre part, on n'est plus dans ce monde infini, et donc la contradiction inhérente au jeu entre les différentes libertés, elle emporte avec elle le tiers qu'est la biosphère. Donc on arrive dans une construction, alors là on n'a pas fait, ça c'est peut-être pour un autre livre, mais ça mériterait d'être repensé. C'est-à-dire que le concept de liberté reste fondamental, il est lié au sens de l'aventure humaine, de façon très claire. Mais ce n'est pas la même déclinaison. Plus concrètement, quels sont vos projets futurs pour, je sais pas, quel est l'avenir de cette thèse par exemple? Il y a plusieurs choses. Premièrement, on a constitué autour de la Fondation Hulot un groupe de réflexion, donc avec des disciplines représentées très très différentes, des personnalités représentées très différentes. L'idée, c'est on va voir si on y arrive, mais de proposer pour 2012, quelque chose de peut-être plus doux que ça. Il y aura peut-être plus de chances d'être pris. Bon, en tout cas, ça c'est l'ambition. Maintenant, avec mon co-auteur Kerry, on va préparer la version anglaise, qui sera plus académique, elle, hein. moins livre d'intervention. Et puis alors après, moi j'ai plein d'autres projets qui sont pas celui-là, mais qui sont connexes en quelque sorte sur les modes de vie, sur les risques, enfin sur différentes choses. Voilà, mais ça c'est une veine que je tiens à approfondir dans les années qui viennent. 2012 pesait un peu sur les... Oui, alors ça... dans l'idéal, en tout cas. Oui, en tout cas, essayez au moins d'être présent dans le débat public, ce qui est déjà gageure, c'est pas évident du tout. Ouais. Bon.
Voilà. J'embarque. Hein. Oui, oui.